à 5 heures du matin, c'était de nouveau la galopade, pour essayer d'avoir un peu de ce café, hein, et pour essayer d'aller à la toilette, pour essayer de se laver ceux qui avaient encore un sentiment humain, qui essayaient quand même de rester des hommes, pas de devenir des animaux. Et puis alors après ça, je me suis rendu à l'emplacement de mon commando. Et là, je constate que c'était un petit commando, parce qu'il y avait des commandos de plusieurs centaines de prisonniers. Ici, c'était un petit commando. On était 20 ou 25, mais il y avait un capot, donc il y avait un patron, un droit commun, un triangle vert, mais un Ukrainien, un grand gaillard, qui m'indique une position. Tu te mets là, et j'attends. Et alors, on attend tous pour sortir du camp. Comment est-ce qu'on sort du camp? Eh bien, c'est bien simple. Où il y a le portail, où il y a marqué Arbeit macht frei, à gauche de ce portail, il y a un orchestre de prisonniers qui joue des marches, des airs à la mode, enfin, etc. Juste en face de cet orchestre, il y a quelques officiers allemands qui se tiennent simplement pour voir passer les commandos et les surveiller. Et alors, bon, chaque air que cet orchestre joue correspond à un commando, parce que c'est tellement vaste, nous on ne voit pas l'entrée, on est simplement au pied de notre bloc, et on est là à attendre. Et quand on entend l'air qui correspond à notre commando, à ce moment-là, on se met en marche. Alors c'est un rituel, c'est tous les jours la même chose. On doit être par 5, on doit marcher au pas, on doit essayer d'avoir une allure fière, parce qu'on va aller travailler pour le Reich allemand. On ne peut pas regarder à gauche ni à droite. Devant soi, on doit regarder. Et alors, quand on va passer devant les officiers, le capot, qui lui est à côté de son commando, il hurle Mützen. Et alors, tout le commando doit avoir le réflexe qu'on a appris pendant la quarantaine. Mützen. Et alors, on va vers ce bonnet, Mützen, hop. Et alors, on doit taper sur la cuisse et droite. Et puis alors, on sort du camp. Et puis alors, il hurle Mützen auf. Et alors, il faut remettre son béret, quoi. Et là, alors, les soldats SS qui sont en attente entourent le groupe, puisqu'il y en a qui vont faire 2-3 kilomètres hein, pour aller sur le chantier de leur travail, et ils sont gardés par les SS. Et puis je remarque que tout simplement, mon petit groupe, il n'y a pas d'SS qui vient nous garder. On fait 100 ou 200 mètres, on arrive devant un bâtiment, on rentre dans ce bâtiment, on descend vers le sous-sol, on rentre dans une pièce, et il y a quelques machines, il y a quelques établis, il y a des tables, enfin, etc. Et mon capot m'indique une place près d'un établi. Bon, moi, j'attends qu'on me donne du boulot de menuisier. Mais pourquoi j'ai accepté de lever la main quand ils ont demandé un menuisier? Parce que je ne suis pas menuisier. Mais tout simplement, je me souvenais qu'à l'école primaire, on avait, à cette époque-là, il y avait des travaux manuels. Donc, on avait travaillé la glaise, on avait fabriqué des petits machins, mais on avait travaillé le bois. Et on pouvait faire chacun ce qu'on voulait. Moi, j'ai fait un petit lutrin. Vous savez, un petit lutrin, c'était un petit support. Et parce que, bon, à cette époque-là, la culture n'était pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi, j'avais soif de culture, j'avais soif de connaissances, mais mes parents ne pouvaient rien me donner. Mes parents ne pouvaient rien me donner parce que c'était des ouvriers, donc il y avait des copains, ils avaient des copains socialistes qui venaient à la maison pour jouer aux cartes, etc. Je veux dire que, mais c'était pas, c'est pas ce que j'attendais, donc. Donc je m'étais fait membre de 2 bibliothèques populaires et je lisais tout le temps. J'étais tout le temps dans mes bouquins. Et puis comme on pouvait faire quelque chose en bois, j'ai fait ce petit lutrin. Comme ça le soir, en mangeant ma soupe, j'avais mon bouquin devant moi et je lisais. Donc, est-ce que j'étais un menuisier parce que j'avais fait ce petit lutrin en bois? Non. Mais je connaissais tous les noms de Varlop, Rabot, Scie-à-Bois, Villebrequin, etc. Je connaissais tous les outils. Mais est-ce que j'étais vraiment un menuisier? Bon, et moi j'attends qu'on me donne du boulot. Et alors on ne me donne rien. Je suis intrigué. Et je regarde le prisonnier qui est à côté de moi et je vois que lui est un menuisier parce qu'il fabrique des petites boîtes. Mais très bien faites, hein, polies, etc. Donc avec des tenons, mortels. Je veux dire que... Oh, je dis, merde, mais si je dois faire ça, moi je ne suis pas capable. Hein. C'est un travail de professionnel, je ne sais pas faire. Enfin bon, alors j'essaye de savoir quand même ce qu'il fait. Et ce que c'est que ce commando, parce que, et alors, la communication n'est pas évidente non plus, je suis le seul francophone de ce groupe, avec le peu de flamand que j'ai, etc. Donc finalement,
j'apprends que c'était un commando très spécial, c'était un commando de service. Il y a toute une série de professions donc là-dedans. Il y a 2 menuisiers, lui, le vrai menuisier, et moi qui serais en principe un menuisier aussi. Je remplace un menuisier qui est mort. Et puis il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des peintres, enfin il y a toute une série de professions, mais nous sommes au service des SS, pas du camp. Parce que bon, il y a donc le camp de Auschwitz I, l'ancienne caserne, il y a le camp de Auschwitz numéro 2, qui est, où le train est rentré, où il y a les chambres à gaz. Il y avait 4 chambres à gaz qui fonctionnaient nuit et jour, donc à Birkenau. Et ce camp, il y avait 100 000 prisonniers. Mais c'était un camp structuré, donc avec des... À gauche, c'était le camp des femmes, avec le camp des laboratoires pour les essais que les médecins faisaient, des expériences sur des jeunes, toute l'histoire. Puis alors à droite, il y avait le camp des tziganes, il y avait le camp des prisonniers, des prisonniers en attente, donc en quarantaine, mais pour passer dans un autre camp. Puis il y avait le camp des soviétiques. Je dis que tout ça, c'était très structuré. Hein. Et puis il y avait aussi les chambres à gaz qui fonctionnaient. Et puis alors, en plus de ça, à quelques kilomètres de là, il y avait le Auschwitz numéro 3. C'était Buna Monowitz. C'était une énorme usine qu'ils étaient occupés à construire avec le projet qu'ils avaient de faire du caoutchouc synthétique et de l'essence synthétique. Donc je veux dire que tout ça, Auschwitz, c'était vraiment tout un complexe et ça s'étendait sur 40 km². Et bon, ce qui était entouré des barbelés était le logement, je veux dire, des prisonniers. Mais en dehors, il y avait les casernes pour les soldats SS, il y avait les villas dans lesquelles les officiers SS vivaient avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, je veux dire, il y avait les bureaux, toute l'infrastructure. Et puis, notre commando était au service justement de ces SS, pas à l'intérieur du camp. Et comme quand on n'avait rien à faire, on était là en stand-by, en attente qu'on vienne nous chercher. Et puis le capot qui, lui, avait à sa disposition une vingtaine d'esclaves dont il profitait. Et c'est justement comme ça qu'il faisait fabriquer par les menuisiers, par les électriciens faisaient peut-être faire autre chose, je ne sais pas, mais par les menuisiers, il faisait fabriquer des petites boîtes, mais très bien faites, hein, polies, etc., parce que ces petites boîtes transitaient de Auschwitz numéro 1 vers Auschwitz numéro 2, Birkenau, et de Birkenau vers l'usine Buna Monowitz, où il y avait des civils qui travaillaient. Là, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient pour cette usine, pour la construction. Et donc, et il y avait des Ukrainiens partout. Donc, avec ces Ukrainiens, ils s'étaient organisés et ils vendaient ces petites boîtes aux civils, en disant, voilà, travail. Et pas pour de l'argent, parce qu'il n'y avait pas d'argent qui circulait dans les camps. C'était la cigarette. C'était des petites boîtes pour mettre des cigarettes dedans, mais en plus, lui, il se faisait payer par des cigarettes. Donc, si tu pouvais avoir les cigarettes dans le camp, tu pouvais faire du troc. Tu pouvais changer contre un demi-litre de soupe, un morceau de pain, contre une cuillère, pour essayer d'avoir une cuillère, enfin bon, donc, un peu de quelque chose. Donc c'était très important la cigarette. Et les fumeurs, même dans ces conditions dramatiques, eh bien, ils sacrifiaient un morceau de leur pain pour une cigarette et un demi-litre de soupe pour des cigarettes. Donc je veux dire qu'ils abrégeaient pour leur vie en fumant. Donc je veux dire que moi je vois ça, je dis, moi je ne suis pas capable de faire ces petites boîtes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai pris dans mes tripes ce que je savais faire. J'ai essayé, j'ai risqué. Je suis arrivé à obtenir un pinceau et un peu de peinture. Alors j'ai pris une de ces petites boîtes blanches, mais bien polies, et j'ai commencé à la décorer. Je lui ai fait un petit paysage au-dessus, une petite frise. Et bon, ce vrai menuisier, ne voyant pas ce que je suis occupé à faire, croit que je suis occupé à saloper son travail. Et il va chez le capot, le grand Ukrainien. Et là, je les entends parler entre eux, etc. Et puis je vois arriver ce grand gaillard avec sa matraque. Et je dis, moi, ça va être ma fête ici, hein, parce que bon, je suis engagé comme menuisier et je suis occupé à peindre des trucs là-dessus. Alors il vient chez moi, il m'arrache des mains ce que je suis occupé à faire, et il regarde. Et je le vois qu'il réfléchit. Et puis il me regarde.
Il me remet la boîte et il me tape sur l'épaule et me dit en allemand, weitermachen, continue. Et là, j'ai compris que j'avais sauvé ma peau parce que le fait simplement pour lui de pouvoir vendre des petites boîtes décorées, il allait pouvoir les vendre plus cher, donc il allait gagner. Donc j'étais devenu rentable pour lui. Donc pour quelle raison est-ce qu'il aurait à me taper Au contraire, il me soignait bien. Donc quand il y avait le bidon de la soupe de midi qui arrivait, il allait au fond, il allait chercher des pommes de terre, il allait chercher un morceau de viande pour moi. Puis il me donnait un peu de pain aussi, et puis il me donnait des fois des cigarettes. Et puis alors, c'est comme ça que je suis arrivé à mieux survivre à Auschwitz. Et puis alors, tous les 2 dimanches, parce qu'un dimanche sur 2, les commandants ne sortaient pas du camp, mais ils avaient des obligations. C'est qu'on devait passer chez les coiffeurs. Alors vous savez, quand vous avez un camp où vous êtes entre 15 et 20 000, ça veut dire qu'il faut faire la file tout le temps, même s'il y avait 10 coiffeurs, mais il fallait faire la file. Et alors c'était à la chaîne, parce qu'ils avaient peur du typhus. Et si on n'était pas passé chez les coiffeurs, on attrapait des coups. Donc je veux dire qu'on devait épouiller ses vêtements pour la moindre chose. Hein, vous avez une blessure pour le revire qui était en principe l'infirmerie, vous deviez faire la file un peu partout. Donc, et on avait quand même des fois quelques heures de liberté. Alors je retrouvais mon père. C'est comme ça que j'ai appris, parce que lui, parlant polonais, il avait questionné des gens. Il avait appris que ma maman et ma jeune sœur n'avaient pas été mises à gauche sur la rampe de Birkenau, mais elles avaient été mises à droite. Donc elles étaient encore à Birkenau, elles étaient vivantes. Mon jeune frère, on ne savait pas. Et bon, je lui donnais des cigarettes aussi. Donc comme ça, finalement, à 2, on a pu un petit peu mieux survivre à Auschwitz. Et puis pour moi, pour le moral, j'avais gardé la petite photo de mon ami et je l'avais pliée en 8 et je l'avais gardée pendant tout mon séjour dans les camps. Donc j'avais gardé ça comme un talisman. Vous savez, on se raccroche à quelque chose de ma vie antérieure, donc cette jeune fille. Et puis comme ça, on est arrivé jusqu'en 45, en janvier 45. Le 18 janvier 45, en pleine nuit, ils nous réveillent, on doit se rassembler par commando. Et alors, généralement, c'est ce qu'ils faisaient quand ils faisaient les sélections. Donc, ils faisaient des sélections régulières. Ça veut dire qu'on devait passer tout nu devant un médecin qui nous disait simplement le regarder comme ça, à gauche, à droite. Et on savait que si on était désigné pour aller à gauche, c'était pour la chambre à gaz. Donc, ils essayaient d'éliminer les gens qui n'étaient plus capables de travailler pour les remplacer par de nouveaux, parce qu'ils avaient toute l'Europe à leur disposition. Donc, on croyait que c'était de nouveau une sélection, et non. Le capot vient chez moi, mon capot, le grand Ukrainien, avec un pain entier, et il me donne, il dit, tu le caches en dessous de ta veste. Bon, je le cache en dessous de ma veste. Et puis, on attend, et on sort du camp, et au lieu de se diriger vers l'emplacement de notre commando, et d'habitude, en fait, on prend les routes, et c'est ce qu'on a appelé par après les marches de la mort, parce que tout simplement, ils nous ont jetés sur les routes, ils évacuaient tous les camps de Haute-Silésie, parce que les Soviétiques avaient commencé la grande offensive qui allait les amener jusqu'à Berlin. Et là, alors, bien sûr, c'était marcher ou crever. Parce que si tu t'arrêtais, tu te mettais sur le bas-côté de la route, tu recevais une balle dans la tête. Et c'est ce qui nous gardait avec ce ordre de ne rien laisser de vivant derrière. Il fallait qu'on continue à marcher. Mais eux, il fallait qu'ils se reposent aussi de temps en temps. Il fallait qu'ils mangent. Ils avaient leur musette avec leur nourriture. Et puis alors nous, on pouvait se coucher dans la neige. Et puis alors j'en profitais pour grignoter le pain que j'avais et prendre un peu de neige dans la bouche. Cette marche de la mort, en première étape, a duré entre 3 jours et 3 nuits. Enfin, nous sommes arrivés en Allemagne, dans un camp, Grossrosen, qui était un camp, pas d'extermination comme Auschwitz, mais un camp normal, si je puis dire. Mais recevant des milliers de prisonniers de l'Est, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Ils avaient déjà leurs propres prisonniers, donc on était sur la place d'Appel. Alors vous avez tous ces corps couchés, avec tout dans le même costume rayé, etc. Donc
Et puis j'entends parler français. Alors je me dirige vers ma langue, je dis, je vais retrouver mes copains de ma ligne, je vais retrouver mon père. Non, c'était 3-4 Français, des jeunes encore. Alors je viens chez eux, je leur dis, ben, écoutez, moi je suis belge, je parle français aussi, je peux rester avec vous, je suis tout seul. Ben oui, couche-toi. Je me suis couché dans la neige, on a attendu comme ça, je crois, 2 jours, une nuit, et puis finalement, ceux qui savaient se relever, ils les ont rassemblés, ils nous ont donné une soupe à manger, du pain, etc. Et puis ils nous ont amené, ils avaient de nouveau constitué un train de wagons de marchandises, et ils nous ont embarqués. Alors là, ils nous ont entassés dans ces wagons comme des sardines, ça veut dire debout, en serrant bien, et au maximum, parce qu'il fallait évacuer le maximum de personnes, donc on était entre 100 et 110. Et puis alors, ils ont fermé les wagons. Quand tout le train a été chargé comme ça, le train est parti. Alors, c'était un voyage vers une destination inconnue, mais je peux dire que c'est un voyage vers la mort, parce que tout simplement, à 100, 110 dans un wagon, il y en avait là-dedans qui étaient en fin de vie, parce que leurs jambes ne les tenaient plus, ils se sont laissés glisser, ils ont été écrasés par les autres. On a voyagé comme ça, on a été transportés comme ça pendant 6 à 7 jours, 6 à 7 nuits, mais les trains restés, ce ne sont pas des trains prioritaires, donc je veux dire qu'on est resté des journées entières immobiles, mais ils n'ont jamais ouvert les portières de ces wagons. Ce qui veut dire que dans ce wagon, dans notre wagon, il y en a qui sont devenus fous, il y en a qui se sont battus à mort, etc. Et moi, avec ce groupe de Français, finalement, on est resté très soudés. On a pris possession d'un angle de ce wagon et on a repoussé les autres. Finalement, on a eu un peu plus d'air puisqu'il y avait beaucoup plus de gens couchés. Après 6 à 7 jours, quand le train s'est arrêté définitivement, qu'ils ont ouvert les portières de mon wagon, je ne sais pas des autres, mais de mon wagon, il y a peut-être une vingtaine qui sont ressortis vivants, en rampant au-dessus des morts. Et puis ils nous ont emmenés en camion dans un camp. Il y avait des baraques. Et là, on nous a mis dans une pièce où il n'y avait que des chalets de nouveau, ces fameux lits sur 3 niveaux. Mais on n'en a pas reçu un par personne, on était 2 par chalet, tête bêche. Une couverture pour 2, tellement qu'il y avait du monde. Et là, on a appris que nous étions en quarantaine. Donc, tous les acquis que j'avais obtenus finalement à Auschwitz, eh bien, étaient perdus, puisque j'étais reparti à la case de départ, en quarantaine, et nous étions à Dachau. Donc nous étions dans la quarantaine de Dachau, qui est le premier camp que les nazis ont créé en 1933, et qui se trouve au nord de Munich. Munich se trouve en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Et puis voilà, Arbeit macht frei, c'est le slogan de Dachau d'ailleurs. Ça veut dire que tu es en quarantaine, tu ne manges pas. Et là, je crois que nous avons failli mourir de faim, parce qu'on avait des hallucinations de faim, surtout avec ces Français qui ne pensaient qu'à bouffer. Peu après une dizaine de jours de ce régime, ils nous ont finalement nourris un peu mieux, et ils nous ont emmenés en camion au sud-est de Munich, dans les forêts. Parce que là, ils construisaient une usine souterraine, parce que nous étions toujours en janvier, hein, donc, ils pensaient bien sûr toujours gagner la guerre, parce qu'avec leurs nouvelles armes qu'ils étaient occupés à mettre au point, les V1, les V2, etc., donc ils pensaient bien sûr anéantir l'Angleterre et gagner la guerre. Et donc, voilà, là, c'était tous des petits camps qu'ils avaient mis autour de cette usine qu'ils étaient occupés à construire dans les forêts. Et là, c'était des petits camps de 1 millier de personnes.
ils avaient tracé une tranchée d'1 mètre de large sur 1 mètre de profondeur. Et ils avaient mis des planches au fond, puis des planches sur les côtés, puis ils avaient mis de la paille là-dessus, une couverture pour 5. Et puis ils avaient mis des rondins d'arbres comme toiture, de la terre là-dessus, puis une porte. Ce n'était que pour dormir, quoi. Tout le restant, on allait travailler comme des esclaves. Et là, effectivement, on a travaillé comme des esclaves. On a travaillé... on a fait du terrassement, on a porté des rails de chemin de fer, on a porté des sacs de ciment. On fait un travail d'esclave, quoi. Et puis, pour le moral, moi, j'essayais quand même de survivre en ressortant de temps en temps la petite photo que j'avais de mon ami. Et bon, alors on est arrivé comme ça petit à petit en se soutenant les uns les autres jusqu'au 18, non pas 18, jusqu'à la mi-avril. Mi-avril, on commençait à entendre le canon au loin. Et puis alors ils nous ont rassemblés, ils nous ont sortis de la forêt. Et ils avaient de nouveau un train, constitué un train de wagons de marchandises. Mais il y avait une locomotive, un wagon classique de voyageurs, un nombre X de wagons de marchandises, et puis à la finale, il y avait de nouveau un wagon classique de voyageurs. C'était pour les SS. Et sur les wagons, ils avaient mis une mitrailleuse. Bon, ils nous embarquent dans les wagons, on est resté 50, 60 par wagon peut-être. Et puis, ils n'ont pas fermé la porte entièrement. Ils ont laissé une ouverture d'1 mètre où est venu s'installer, les jambes pendantes, chaque fois un vieux soldat, appelons ça un soldat. Ils avaient mobilisé, nous étions en avril 1945, ils avaient mobilisé vraiment ceux qui avaient encore comme homme valide, quoi. Et ils avaient donné un uniforme, ils avaient donné un fusil en disant que vous devez défendre la patrie. Défendre la patrie en gardant les prisonniers, vous vous rendez compte. Donc je veux dire que chaque wagon, il y avait comme ça un de ces vieux soldats. Bon, nous, on ne fait pas attention spécialement, le train s'en va, et à un certain moment, le train s'arrête, on entend des avions, on entend des bombes tomber, les vieux soldats qui sont dans ces wagons, ils attrapent peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude du front. Ils nous font descendre de ces wagons, on doit se coucher en dessous de ce wagon. C'est un réflexe ridicule, parce que si on est dans les wagons ou en dessous, si le train est bombardé, de toute façon... Mais je veux dire qu'on obéit, nous sommes des esclaves, nous obéissons. Et donc, on se couche en dessous des wagons et on attend. Et puis le train n'est pas bombardé, je ne sais pas ce qu'ils ont bombardé. Puis alors, à la fin du bombardement, les soldats, ils hésitent, et puis ils vont chez les SS, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ben, vous devez obliger les prisonniers à remonter dans leur wagon. Donc ils reviennent vers leur wagon, et puis quand mon tour est arrivé de refaire surface pour remonter dans mon wagon, que je constate le train qui est dans une courbe, je vois les prisonniers, plutôt que monter dans leur wagon, se mettre à courir. Et le train est arrêté, et là je remarque qu'on est arrêté en pleine nature. Il y a des champs, etc. Mais il n'y a rien, strictement rien. Et je les vois courir dans les champs, etc. Alors je réfléchis pas, je prends la main du Français qui est à côté de moi, je dis viens Jean, on s'en court aussi. Et on se met à courir. Donc on s'évade, mais on se met à courir. Mais les SS, voyant qu'il y a des prisonniers qui s'évadent, s'en courent, montent sur le toit de leur wagon et commencent à tirer à la mitrailleuse. Nous on court, et puis finalement on voit une ferme, on dépasse la ferme, on va plus loin, et puis on voit une vieille grange. Une vieille grande grange, et puis je dis on va rentrer ici. On a ouvert la porte de la grange, on a vu un énorme tas de foin. Je dis viens, on va ramper. On a rampé en dessous de ce tas de foin, juste au coin extrême, et puis on ne bouge plus. Parce qu'on commençait à entendre tirer de plus en plus proche. On ne voit rien, hein, donc on est dans tout ce tas de foin, et puis on entend la porte s'ouvrir, des voix en allemand qui disent ici il n'y a rien, etc. Bon, ils vont plus loin, et puis plus loin on entend tirer, et puis finalement on n'entend plus tirer, et puis on entend, un certain temps après, le train repartir. Et puis alors on regardait à l'extérieur par c'est une vieille grange.
avec les planches disjointes, on regardait à l'extérieur, et un silence absolu, et puis on voit la nuit tomber, et puis toujours le silence, dit maintenant on y va. Et alors on a forcé notre passage, on s'est dit on entend le canon là-bas au loin, c'est la liberté, c'est là qu'on doit aller. Derrière nous il y a ce train, donc on ne va pas par là. Et on s'est mis à marcher. On s'est mis à marcher dans les champs, à côté un petit chemin, etc. Et puis des bouquets d'eau, d'arbres, des bouquets d'arbres. Et puis on passe devant un bouquet d'arbres et on entend halt. Alors on est des esclaves, nous on a ce drill de halt, elle s'arrête. On se retourne, on voit un vieux paysan avec son fusil de chasse, alors on lève les mains. Je comprends qu'ils ont dû avertir toute la région, etc. Donc. Et puis il dit Schnell, en avant. Bon, on se met à marcher, les bras toujours levés. Et j'essaie de lui parler, quoi. C'est un vieux bonhomme. Alors je lui dis, mais enfin, c'est peut-être pas les paroles que j'ai employées, mais pour le faire comprendre, je dis, vous entendez le canon comme nous? Il ne répond pas. Je dis, ce sont les Américains qui répondent. Ils ne répondent toujours pas. Or, si j'avais osé lever la voix dans les camps à un capot ou à un SS, il m'abattait. Donc ici, c'était un paysan. On lui avait donné l'ordre de, si tu vois des prisonniers, tu dois les ramener. Donc, il ne comprend pas. Et je lui dis, alors je continue. Hein. Je dis, mais nous sommes que 3 ici. Il n'y a personne qui nous a vus. Si tu nous laisses aller, moi, je vais pouvoir dire aux Américains que tu nous as aidés. Et on continue à avancer. Et on se rapproche de nouveau d'un bouquet d'arbres. Et je dis à Jean, quand on s'approche des arbres, tu te mets à courir, on verra bien. On s'est mis à courir, et le vieux paysan n'a pas tiré, parce que bon, c'est pas un soldat, on l'a peut-être troublé, je l'ai peut-être troublé dans ce que je lui ai dit, il s'est dit, c'est vrai, bon. Et on s'est mis à courir, on a traversé cette petite bouquet d'arbres, on est arrivé à l'arrière d'une grange, il y avait une ouverture, on s'est laissé glisser dans cette ouverture, et puis à l'odeur, on sentait qu'il y avait des animaux qui étaient des cochons qui avaient séjourné là-dedans, mais il n'y en avait plus. Et puis alors, on était toujours en pleine nuit. On s'est endormi, quoi. Et puis je suis revenu à moi comme dans un rêve. C'était plein jour, et j'entendais des cloches. Alors, j'ai dit à Jean, mais est-ce que tu entends des cloches aussi? Il dit, ben oui, j'entends des cloches. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui m'est revenu d'une de mes lectures, parce que j'ai dit, mais enfin, Jean, s'il y a des cloches, il y a une église. S'il y a une église, il y a un curé. Et s'il y a un curé, le droit d'asile, ça existe. Viens, on va aller voir le curé. Il doit s'occuper de nous. Et alors, bon, comme nous sommes en plein jour, je vois une porte, on prend la porte, puis on prend un corridor, et on arrive dans la cour de cette ferme. C'était une grande ferme en U. Et donc, on débouche sur cette cour. Et là, je vois le clocher de l'église. Donc, je suis obnubilé par le clocher de cette église. J'ai dit, viens. Et je ne sais pas s'il y avait du monde, je ne sais pas. Mais nous avons pris le petit chemin qui amenait vers l'église. Et puis là, l'église était fermée. On tape sur la porte de cette église et finalement, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre et il y a une petite bonne femme tout en noir qui ouvre et voyant deux bagnards comme ça, cadavériques, etc. Donc je vois ça à ses yeux, elle a peur, etc. Alors je lui demande, Who is the pastor? Who is the pastor? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit curé en allemand, mais je dis pastor. Et alors elle me demande, dar, et je me retourne et je vois de l'autre côté de la route une petite maison avec un perron. Alors je dis, dar, il y a toujours suivi de gens, on monte les marches du perron, la petite maison, la porte est fermée, je tape sur la porte s'ouvre, il y a de nouveau une bonne femme en noir, aussi peureuse que la première de voir devant elle 2 bagnards. Et alors je demande, vous, is the pastor? Mais je commence vraiment à excéder, je dis, mais je jure presque, vous, is the pastor? Et alors d'une pièce de gauche, il y a 2 messieurs qui viennent voir ce qui se passe. Et il y en a un qui a une longue robe noire, donc c'était le curé, parce qu'à cette époque-là, il portait une longue robe noire. Et il nous voit, il nous tire à l'intérieur et il ferme la porte. Donc on est à l'intérieur de cette maison. Alors je lui fais signe, ouvre, on a faim, on veut manger. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il nous emmène dans la petite pièce qu'il vient de quitter, qui se
C'est une petite salle à manger, il y a une table ronde. Il m'installe face à la fenêtre qui donne en surplomb de ce petit chemin. La bonne femme vient, elle débarrasse la table, elle amène 2 assiettes, une soupière, avec un potage que je revois toujours parce qu'il va y avoir un œuf dedans parce que ça filait. Enfin, je lui dis que ça devait être bon. Et puis je vais manger ce potage quand je vois passer sur la route, comme dans un rêve, un soldat français. Alors je demande, mais tout ça s'est passé tellement vite, je demande au curé qui est à côté de moi, je dis, was ist das? Il me dit, un Kriegsgefangene, Franzose Kriegsgefangene, un prisonnier de guerre français. Je dis, wir, oh, Franzose, schnell, vite, allez le chercher. Il a vite compris, il est sorti, il a rappelé ce soldat français, je les ai entendus parler en allemand, etc. Et puis finalement, ce soldat français s'est pointé dans cette pièce. Il a dit, mais il paraît que vous parlez français. Alors on lui dit, mais nous sommes français. Je ne vais pas lui dire, je suis belge, etc. Nous sommes français. Et alors on lui explique qui nous sommes, d'où on vient, de Auschwitz, Dachau, etc. Il ne comprenait pas. Enfin. Et il dit, bon, on lui demande, et toi, qu'est-ce que tu es, un soldat français ici? Mais oui, mais nous sommes prisonniers de guerre. Nous sommes une vingtaine ici. Nous travaillons dans les fermes, nous remplaçons le fermier qui, lui, a été mobilisé dans l'armée allemande. Et nous travaillons dans les fermes. Et tous les soirs, on nous enferme dans un cachot, donc tous les soirs. Donc la journée, on est plus ou moins libre. Et il dit, moi, je suis le responsable de ces Français. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité à circuler. Alors il dit, bon, il dit, écoutez, mangez votre soupe, je vais voir avec le curé ce que je peux faire. Ils ont parlé longuement entre eux, et puis finalement, il est venu, il dit, bon, d'accord, ok, je vais revenir. Il est revenu quelque temps après avec un paquet. Et alors il dit, voilà, le curé, vous allez vous déshabiller, le curé va brûler vos vêtements de bagnard, ni vu ni connu. Donc, on ne connaît plus. Vous avez ici chacun un uniforme de prisonnier de guerre français. Et vous allez vous équiper, vous allez me suivre. Ils ont tellement l'habitude de voir depuis 5 ans des Français prisonniers ici qu'ils ne font même plus attention à ça. Donc ils ne vont pas faire attention à vous. Et je vais vous amener où nous sommes enfermés le soir. Et tous les soirs, donc on doit quitter notre ferme et on doit réintégrer, c'était l'ancien théâtre qui a été transformé pour eux en prison le soir. Et il y a un soldat qui venait faire l'appel tous les soirs, le même rituel, donc les noms étaient toujours les mêmes, etc. Mais c'était pour voir si tout le monde était rentré au camp. Et il dit, voilà, vous allez remplacer 2 de nos amis. Quand le gars va venir faire l'appel, quand il va dire Durand, toi tu n'as qu'à dire Ya. Mais comme tu seras dans le fond de ce local, on ne va pas allumer les lumières, donc comme ça, il ne verra pas. Donc il entendra simplement « ya ». Et puis à Jean, il dit « et toi », quand il dit « Dupont », tu n'as qu'à dire « ya ». Et comme ça, le compte sera juste, il va mettre le cadenas et sa chaîne, et puis le lendemain matin, il va venir nous le livrer. Et les 2 copains, ils vont pouvoir rester dans leur ferme, chez leur patronne, avec qui ils ont déjà un enfant. Donc je vais dire que c'est comme ça que... le 1er mai, c'est une date très importante pour moi, le 1er mai 1945, le village a été occupé par les Américains, donc nous avons été libérés. Et ça me fait penser à mon amie, parce qu'elle est née le 1er mai aussi. Donc, mais la guerre n'était pas finie. Nous sommes restés là jusqu'à attendre qu'on s'occupe de nous, et puis la fin de la guerre le 8 mai, la reddition de l'Allemagne, etc. Mais nous étions toujours là, parce que qui allait s'occuper de nous pour nous rapatrier? Surtout moi, comment est-ce que je vais rentrer en Belgique? Qui va s'occuper de moi? Alors finalement, les Français ont envoyé des officiers faire les relevés de tous les prisonniers français. Ils m'ont pris avec, parce que comme j'étais né à Paris, ils m'ont pris avec. Et puis finalement, ça a été dramatique, parce que quand les prisonniers ont quitté leurs patronnes et leurs enfants, etc., en disant « nous allons revenir », etc., moi j'ai vécu ça, ça a été dramatique. Puis alors en camion, donc on est parti, on est dans un camp de rassemblement de Français, et puis finalement ils ont fait un train spécial avec des wagons de marchandises, mais tout à fait différent
que notre arrivée en Allemagne. Notre départ a été, on était 10 ou 15 par wagon, les portes grandes ouvertes, nous étions donc en mai, il faisait bon, et puis à chaque halte dans une ville, la Croix-Rouge était là pour nous donner à boire, pour nous donner à manger, enfin, il y avait plein de drapeaux français, on chantait la Marseillaise tout le temps, enfin, je dis que c'était vraiment la libération pour nous. Et on est arrivé comme ça jusqu'à Charleville-Mézières, dans le nord de la France. Là, bien sûr, contrôle médical, mais aussi contrôle de police. Parce que c'était pas tout de rentrer en France comme ça, il fallait prouver qui nous étions. Donc les militaires devaient prouver, mais moi, je n'avais qu'à montrer mon bras gauche avec B36-35, et effectivement, ils savaient d'où je venais. Alors ils disaient, bon, c'est très bien, ils m'ont donné une carte d'identité provisoire, ils m'ont donné un petit peu d'argent, des cigarettes, et ils me disent, voilà, maintenant on va t'amener à Paris. Moi, je dis, je ne vais pas à Paris. Moi, je vais à Bruxelles. Je dis, mais il n'y a personne qui va en Belgique. Tout le monde va. Ceux qui habitent dans le Nord rentrent chez eux. Ceux du Midi, ben, ils vont prendre un train, ils vont aller dans le Midi. Et les autres vont à Paris. Et notamment toi, parce que tu viens d'un camp de concentration. Il y a à Paris un hôtel où tous ceux qui viennent des camps de concentration vont. Et là, on s'occupera de vous. Donc, si tu es malade, on s'occupe de toi, etc. Je dis, mais moi, je vais aller à Bruxelles. Moi, j'habite pas Paris, j'habite Bruxelles. Et je dois voir mes parents, et ma soeur et mon frère. Moi, je dis, moi, je ne vais pas à Paris. Il me dit, mais nous ne sommes pas organisés pour ça. Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait une vraie frontière entre la France et la Belgique. Il fallait un passeport, il fallait un visa. Autrement, tu ne passais pas la frontière. Donc, alors, bon, je dis, bon, moi, je vais m'en occuper tout seul. Et alors, j'ai été voir la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française s'est occupée de moi. Et elle m'a transmis à la Croix-Rouge belge. Et c'est comme ça que la Croix-Rouge belge m'a amené à Bruxelles. Et puis j'étais à Bruxelles. Où est-ce que je devais aller? Je n'avais plus personne, puisque mes parents, tout ça, on avait quitté notre appartement qu'on occupait en 1942. Clandestinement, on avait disparu. Donc, ce propriétaire a reloué cet appartement. Hein, donc, et puis alors, les 2 pièces que nous avions, où nous avons été arrêtés, le mobilier, tout ça a été enlevé par les Allemands, etc. Donc, ça a été occupé de nouveau. On était parti pendant 1 an. Donc, ça n'allait pas rester vide. Donc, je lui dis que chez qui est-ce que... Donc, et je n'avais pas d'autre famille que ma famille, puisque mes parents avaient quitté leur famille en 14-18, et puis ils n'étaient plus jamais retournés. Donc, alors j'ai dit, ben, je vais aller chez... J'ai téléphoné à un de mes amis, qui était le fils de la mercière, parce que c'était tous des commerçants, etc. Donc, et je dis, voilà, Paul, je suis rentré, est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques jours? Il m'a dit, ben oui, viens. Et c'est comme ça que j'ai été donc hébergé. Et le hasard a fait que la boutique à côté de la mercerie, c'était une librairie, et la fille de ce libraire était mon amie. Donc c'est comme ça que je suis rentré, donc, dans la vie normale de Bruxelles,